Salam alaikum, Mazour Fillaoun. Bonsoir. J'ai eu souvent l'occasion de le dire et même de le redire, mais je crois que nous ne le dirons jamais assez. Il n'y a rien de plus ankylosant, de plus mortifère, de plus anesthésiant pour la conscience politique d'une société que la banalisation des excès, des injustices, des turpitudes. Lorsque ces actes censés être blâmables se multiplient au point de ne plus choquer parce que leur intensité et leur pléthore ne permettent plus à la conscience collective de les assimiler, de les appréhender à leur juste nuisance, alors ils se normalisent dans l'acception des gens, au point de ne plus choquer. Et même, parfois, au point de devenir une sorte de norme, voire même de vertu. Allez, nous en sommes là en Algérie, où les pires abjections sont devenues des critères de réussite sociale. Et autant de sésames pour accéder à des statuts sociaux désormais très courus, ceux des grands voleurs, des grands corrompus, des grands criminels, des grands manipulateurs, des grands fraudeurs et des grands prédateurs en tout genre. Regardez autour de vous. Regardez qui est au-dessus du panier, qui est au 36e dessous. Regardez seulement. Posez-vous des questions sur les uns et sur les autres. Qui est le plus respecté dans notre société? Les honnêtes gens? Ne sont-ils pas considérés comme des traînards? Le contraire des qabzines? Les intellectuels ne sont-ils pas déclassés si nous les comparons aux maquignons de l'affairisme, à ceux que les Algériens qualifient de baggara, hacha al-baggara? Les incorruptibles ne sont-ils pas considérés comme des gens qui vous font perdre votre temps parce qu'ils ne règlent pas les problèmes et qu'ils coupent les cheveux en quatre? Comme on dit. Les sincères ne sont-ils pas évités comme la peste parce qu'ils vous disent tout ce que vous ne voulez pas entendre? Parce qu'ils dénoncent le mal? Qui tient le haut du pavé aujourd'hui dans la société algérienne? Qui a droit à la parole publique? Qui décide? Qui tient le côté du manche? Qui peut enrichir les gens ou les appauvrir? Qui peut les jeter en prison sans autre forme de procès? Qui peut absoudre les criminels? Si vous acceptez de répondre à ces questions sans faux fuyant, si vous vous décidez à ouvrir les yeux et à voir les choses en face, alors vous découvrirez toute l'ampleur des dégâts et vous saurez dans quel cloaque nous pataugeons. Si vous décidez de ne plus laisser les manipulateurs en tout genre banaliser le mal dans nos esprits, inverser notre échelle des valeurs, ou ce qui en reste, alors tout ne sera pas perdu. Et nous pourrons peut-être nous atteler à sauver les meubles, nous préparer un long, très long et laborieux sauvetage d'une nation en détresse qui sombre corps et biens. Je voulais aussi signaler une opération de
subversion de très grande intensité, dont nous sommes tous la cible. Il y a quelques mois seulement, deux équipes, particulièrement étoffées en effectifs et en moyens, l'une appartenant au DRS et l'autre à la DGSN, sous le prétexte de lutter contre ce qu'ils disent être la cybercriminalité, avaient été spécialisées dans de véritables opérations d'intoxication et de désinformation. Un véritable terrorisme destiné à terroriser les opposants, à les salir, à leur faire peur, à les faire passer pour des traîtres à la nation, des agents à la solde de la main étrangère, comme ils disent, du Qatar, du Makhzen, voire même du Mossad. Il faut le faire. Des mercenaires qui accusent des résistants de trahison et qui, malgré tout, trouvent des oreilles attentives. Leur champ d'action, Facebook, Twitter, YouTube et le standard del Magharibiya. Ces deux équipes étaient composées de nombreux opérateurs qui infestaient les réseaux sociaux pour s'attaquer à quiconque dénonce le régime, à répandre les pires calomnies sur les gens, à les accuser de vouloir mettre le pays à feu et à sang. L'équipe du DRS semble avoir été un peu distancée. Pas celle de la DGSN, qui est omniprésente partout. Ces gens-là ne reculent devant rien et ne craignent pas de faire passer ceux qui dénoncent un régime mafiocrate pour des agents de puissances étrangères qui s'attaquent à l'État algérien. Ils ne craignent pas de faire passer de grands voleurs, notoirement identifiés par tous les Algériens pour de grands nationalistes, pendant que ceux qui les combattent deviennent des harkis, des relais du terrorisme international, qui cherchent à mettre le pays à feu et à sang. Aujourd'hui, nous reprenons notre thème sur les multiples visages du terrorisme. Aujourd'hui encore, nous allons parler de cette, hallucinant blanchiment de Chakib Khalil, qui est déjà banalisé dans l'esprit des gens, et qui va être l'objet d'une vaste manipulation pour le diluer encore davantage dans la plus normale normalité, si je peux dire. Et pour noyer le poisson, rien de mieux dans ce cas que de créer des événements et d'autres pour l'éclipser. Je citerai cette récente déclaration de Ammar Saadani, tout aussi hallucinante. Je cite. Chakib Khalil est un cadre de l'État qui a été réhabilité après avoir subi une injustice. Il est le plus qualifié pour gérer le secteur de l'énergie. Il mérite même d'être Premier ministre. Aujourd'hui. Le Parisien. L'Algérie ne sait plus où elle va. Par Frédéric Guerchel. El Watan. Retour au pays en toute impunité. Par Adlan Mahdi. TSA. Attaque terroriste contre un champ gazier dans le sud. Par Hajer Gnanfa. Aujourd'hui avec nous, par ordre alphabétique, Farhat Aïtali, expert financier, qui nous parle depuis Alger, Ibrahim Younsi, président de l'UDM, qui nous parle depuis Paris. Et nous ouvrirons le standard dans quelques minutes pour permettre à nos téléspectateurs, comme hier, d'intervenir et de dire leur avis, et surtout, s'ils le souhaitent, de poser des questions à nos deux invités. Farhat Aïtali, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, Farhat Aïtali, d'abord votre commentaire sur ce que vient de déclarer Saadani au sujet de Chakib Khalil, qui devrait être, selon lui, Premier ministre. Bon, avant tout, M. Saadani étant secrétaire général du FLN, comme tout chef de parti, il est fondé à jouer le poulain qu'il veut comme Premier ministre ou peut-être même comme président. Ça, je n'émettrai pas d'avis personnel sur l'aptitude de M. Chakib Khalil à être Premier ministre ou même un futur fuyard, parce que dans ce pays, on ne peut pas rien définir son statut à l'avance, ni pour les années à venir. Ceci dit, pour ce qui est de la question Chakib Khalil, il y a le volet juridique. Hein. Sur le volet juridique, il ne s'agit pas maintenant de condamner le caractère prédateur ou pas prédateur du personnage, mais de voir exactement cette procédure depuis le départ.
Saadani dit qu'il a été blanchi. Enfin, blanchi, il n'a pas été noirci pour être blanchi. Jusqu'à preuve du contraire, le dossier qu'il y a chez la justice algérienne, il est d'une telle opacité que personne ne sait exactement ce qu'on pouvait reprocher au personnage. Quand je parle de reprocher, ce n'est pas un volet moral ou politique. Je parle de volet juridique. Il y a un dossier juridique. Il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé par la justice italienne. Justement, si Jamal, revenons à ce fameux mandat d'arrêt international. Il a été émis à dessein avec un vice de forme, un vice rédhibitoire, qui ne pouvait en aucun cas le rendre effectif, dans la mesure où un ministre qui soupçonné d'avoir accompli des forfaits dans l'exercice de ses fonctions ne pouvait en aucun cas se voir traduire devant une juridiction ordinaire. Il a un privilège de juridiction. Logiquement, le dossier devait être traité à la Cour suprême. Et je crois que toutes les parties le savaient, y compris la partie accusatrice. Je ne vais pas dire qu'un procureur général, Francfort d'Alger, il ne connaît pas ça. C'est l'ABC de son métier. Donc, apparemment, il était question politiquement de gêner certaines parties, de gêner le personnage, bien sûr, de le mettre en mauvaise posture. Et évidemment, ceux qui étaient derrière lui, enfin, supposés être ses parrains ou son clan. Mais il n'a jamais été question de pousser les choses jusqu'à une arrestation ou un jugement en bonne et due forme. Mais c'est la justice italienne. C'est la justice italienne dont il est question. Et la justice italienne, c'est une procédure, vous nous dites qu'elle est frappée d'un vice rédhibitoire, mais c'est une procédure collégiale concernant plusieurs accusés, dont Biaoui, qui est qualifié comme étant le complice, ou du moins le comparse de Chekib Khalil, et d'autres cadres de la SAIPEM et d'autres personnalités italiennes. Et c'est une opération très transparente, semble-t-il. Si Jamal, moi je n'innocente personne. La question qui se pose, c'est est-ce que la justice italienne n'a pas justement attendu que la justice algérienne se saisisse du dossier en 2010 dans les conditions qu'on connaît, en citant quelques sous-fifres dans quelques sous-affaires, parce que la première affaire sur la traque, ce n'était pas vraiment une affaire au sens propre du terme, pour que la justice italienne justement rebondisse là-dessus. D'ailleurs, ce n'est pas parce que c'est la justice italienne que je la qualifierais d'être impartiale à 100%. La justice italienne réclame la restitution de la commission versée par Saipem à Farid Bchaoui, mais ne parle pas de l'objet de cette commission. Pourquoi diable les Italiens verseraient-ils 200 millions de dollars à une partie algérienne s'il n'y avait pas eu des majorations de contrats, s'il n'y avait pas une atteinte encore plus grave aux intérêts de l'Algérie? Justement. La justice algérienne n'a pas rebondi sur ça pour réclamer justement le préjudice qui a été fait par les deux parties, Saipem, et c'est vis-à-vis algérien, vis-à-vis de la Sonatrach et du peuple algérien. La justice algérienne a focalisé sur des petits sous-fifres, elle a focalisé sur des affaires secondaires, mais sur ce volet dont vous nous parlez, la justice algérienne n'a rien fait du tout. Justement, pourquoi la justice algérienne n'a rien fait du tout? Pour la simple raison que jusqu'à aujourd'hui, la Sonatrach est incapable d'estimer son préjudice. D'ailleurs, elle ne s'est présentée qu'en partie civile qu'en fin de parcours, ce qui est quand même curieux pour une compagnie censée être la première touchée par le préjudice éventuel. Donc, moi, je sais que la Sonatrach, depuis qu'elle a été nationalisée, a toujours fait l'objet de toutes sortes de mainmises, de guerres de clans et de prédations multiples. On n'en est pas à la première, on ne sera probablement pas à la dernière. Ni dans la Sonatrach, ni dans tout ce qui est supposé être entreprise publique. Parce que moi, j'estime que dans ce qui est public en ce moment en Algérie, il n'y a que les déficits qui sont publics. Le reste, la gestion, les prébendes, les intérêts, l'utilisation abusive des biens de ces entreprises a été privatisée depuis longtemps, mais en catimini. Quand vous nommez un PDG et qui reçoit des injonctions par téléphone, pratiquement pour faire des transactions commerciales, est-ce que vous croyez que c'est une entreprise publique? Donc la Sonatrach ayant toujours été la vache principale, parce que toutes les autres entreprises se nourrissent de cette entreprise. Automatiquement, elle fait l'objet d'une importance primordiale pour tous les clans du régime. C'est ce qui a dû occasionner justement ce clash en 2010. Et c'est ce qui a aussi occasionné chez la population une sorte de traumatisme, parce que même les Algériens, ils ont intégré dans leur subconscient que la Sonatrach,
c'est voler en amont. Ça veut dire, disons que les voleurs en aval, ils sont beaucoup moins dangereux que ceux en amont, même si les montants qui ont été volés en aval, j'estime qu'ils dépassent de 100 fois ce qu'on est censé reprocher, du moins dans ces petites affaires sans la traque, aux voleurs en aval. Et ces voleurs, il y a de toute façon, hein, parce que je vous dis que la structure qui a initié ce procès, ne peut pas, même si elle jugeait Al Capone, la manière dont elle a initié, ces méthodes permettent d'innocenter même un coupable. Moi, personnellement, même si elle présentait devant le diable en personne pour le condamner, j'émettrais des réserves. Ce n'est pas l'Algérie qui était l'objet de leur compassion, c'était beaucoup plus le rapprochement de la seule source de rente contre le clan adverse. C'est pour ça que je ne veux pas... Nous allons demander l'avis de Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, votre avis sur la question, sur ce que nous dit Farhat Aïtali? Écoutez, moi je ne rentrerai pas dans ces méandres judiciaires, ni sur le dysfonctionnement de la justice algérienne. Nous savons qu'il n'y a jamais de dysfonctionnement de la justice algérienne parce qu'il n'y a pas de justice, tout simplement. Que ce soit la Cour suprême qui doit juger le délinquant Cheikh Ibrahim, l'implication, ce n'est pas une accusation, c'est une implication de l'ancien ministre de l'Énergie et des Mines dans ce dossier. La justice, et vous l'avez dit vous-même, la justice italienne a enquêté et a démontré qu'il a été restitué en pot de vin, comme l'on dit, 198 millions de dollars à M. Khli, qui devait les distribuer. C'est ce que la justice italienne a dit. Et cela est un fait. Que son attraque est estimé ou pas, le préjudice qui lui a été causé par ses prédateurs, pour reprendre vos mots, cela peu importe du montant. On sait qu'il y a un vol. On sait que de l'argent a été détourné, même si c'était 2 dollars. De l'argent de l'État a été détourné. Monsieur Khalil, qui revient en grâce dans un pays qu'il a volé, doit s'expliquer, doit être traduit devant une juridiction, que ce soit la Cour suprême ou un tribunal pénal, mais il doit être traduit. Ou peut-être une commission parlementaire, à la limite. Et nous sommes dans un registre, dans un dossier pénal. De l'argent a été volé. Ce n'est pas un fait simplement politique, il y a eu détournement. À l'époque, c'est la Cour criminelle qui jugeait de ce type de faits, de préjudice causé à l'État algérien et à la nation algérienne. Ce qui est problématique, c'est qu'un homme, que l'État, qu'il y ait eu dysfonctionnement ou pas, le procureur général de la République, M. Zarmaté, si j'ai bonne mémoire, a accusé Cheikh Ibrahim et a prétendu qu'un mandat international avait été délivré à Interpol. Tout cela n'a pas été fait, ou on l'a retiré le mandat. Cela veut dire qu'il y avait des suspicions graves, et plus que des suspicions. Il y avait des faisceaux de culpabilité et des présomptions de culpabilité. Bien sûr que la justice, si justice il y avait, donne à l'accusé ou accorde à l'accusé une présomption d'innocence. Cela est clair, et s'il y avait une justice, nous respecterions absolument cette présomption d'innocence. Or, il n'y a pas de justice, et la justice italienne démontre que 198 millions de dollars
ont été restitués, rétrocédés à l'ancien ministre de l'énergie et des mines. En dehors de son aspect... Mais là, Brahim Younsi, là, il ne fait aucun doute. Selon la justice italienne, ce monsieur a bel et bien empoché 198 millions de dollars. Absolument. Ça ne fait aucun doute. Là, c'est établi. Aucun, c'est établi. Madame, alors, comment on nous dit qu'il a été blanchi? Comment Sadani nous dit qu'il a été blanchi? Madame la procureure Alessandra Clemente a établi cela. Sur la base d'une enquête effectuée par la Financia, la fameuse Financia des Carabinieri italiens, qui ont été très loin, qui ont épluché des comptes, qui ont saisi des comptes de sociétés, qui ont fait appel à des experts comptables, à des commissaires aux comptes, et donc c'est sur le fait de constatation établie de façon catégorique. 198 millions de dollars ont été... Or, Sadani nous dit non, il a été blanchi. Il y a un problème quelque part. Mais blanchi par qui? Et Sadani nous dit qu'il a été blanchi. Pour être blanchi, il faut se présenter devant la justice, ne serait-ce que devant la justice. Monsieur Sardani qui parlait il y a quelques jours à propos des cadres, ces cadres dont certains vraisemblablement ont été embastillés, ont été emprisonnés sans raison, illégalement, sans être traduits ou devant une juridiction digne de ce nom. Parler de ces cadres qui restaient chez eux comme des femmes. Si M. Chekib Khalil était un homme, parce que c'est ce type de défi aujourd'hui que l'on nous pose, si M. Khalil était un homme, et un homme qui n'a rien à se reprocher, qu'il prenne un avion à partir d'Alger et se rende à Milan. Le procès est dans quelques semaines pour crier son innocence. C'est simple. C'est pas la question de dire la justice italienne, c'est la même chose que la justice algérienne. Cela est complètement faux. Complètement faux. On sait qu'il y a des... Mais Brahim Younsi, alors, en l'absence d'informations réelles sur cette question, du moins en Algérie, puisqu'il y a une véritable opacité qui est organisée autour de cette affaire. On fait tout pour qu'on n'en sache rien, d'abord. Alors, en l'absence donc d'informations, nous n'avons pas d'autre choix. On nous reproche parfois de spéculer. On nous dit, vous n'avez pas d'arguments, vous spéculez. Mais bien sûr, on n'a pas d'autre choix que de spéculer, puisqu'on refuse de nous laisser accéder à l'information. Donc, on spécule, on va chercher chez les sources des uns et des autres. Alors, en l'occurrence, ce que disent ces sources, très crédibles, c'est que Chekib Khalil a particulièrement inquiété le DRS à un moment. Pourquoi Tawfiq l'a ciblé, a décidé de l'évacuer, de l'évincer? Bon, Tawfiq ne le faisait pas par honnêteté nationaliste, hein, il faut bien s'entendre. Alors, à un certain moment, Chekib Khalil, très fin connaisseur des circuits financiers de vente des hydrocarbures, des circuits bancaires, financiers, c'est de la haute voltige. Hein. Il avait réussi, nous dit-on, à créer pour le clan Bouteflika une caisse noire. On parle d'1 milliard de dollars. Et c'est sur cette caisse noire privée, complètement opaque, pour lesquelles les Bouteflika ne rendent aucun compte, qui ont servi de manne pour non seulement noyer la douzaine de généraux qui existaient à l'époque dans une masse de 300 généraux, mais en plus de se servir de cette manne secrète pour acheter tout le monde et renverser la vapeur de façon à pouvoir prendre le véritable pouvoir au DRS. Et c'est ça, nous dit-on, qui a incité Tawfiq pour arrêter le massacre, pour ne pas être mis sur la touche, c'est ce qui lui arriva finalement, qui a incité Tawfiq à monter un dossier, ou du moins à dévoiler ce que faisait Tawfiq avec ses affaires Saipem et autres, son Attraque 1 et 2, etc. Et donc l'affaire se situerait à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en dites, Brahim Younsi? Tout est possible chez nous. Seulement, si je donnais crédit à Sid Ahmed Rouzali,
qui a donné un entretien tout récemment à un journal électronique où il disait clairement que Tawfiq Medine, je répète les propos de Sidi Ahmed Ghazali, que Tawfiq Medine s'était opposé dès le départ, avant même qu'il y ait les affaires dont vous parlez, qui s'était opposé dès le départ à la nomination au ministère de l'énergie et des mines de Chakib Khalil. Dès le départ, selon Sidi Ahmed Ghazali. Bien entendu que chez nous, s'il y avait une transparence dans les affaires publiques, nous n'en serions pas là. Et nous savons que les préjudices financiers sont énormes au détriment de l'État algérien. Quand je parle de l'État, je parle de l'entité et de l'Algérie et du peuple algérien, des sommes colossales. C'est cela la réalité, indépendamment des clans qui squattent, qui dominent les institutions algériennes. Cette affaire Khalil pourrait, et je pense que l'attaque du complexe gazier ce matin n'est pas loin de cette affaire. Ce type d'affaire, quand on accuse quelqu'un qu'aucune juridiction n'a blanchi, mais faut-il encore que cette juridiction soit crédible, parce qu'on peut faire des comédies judiciaires. Quand vous parlez du site gazier, Brahim Younsi, vous voulez dire que c'est comme d'habitude une action terroriste organisée pour détourner le regard vers d'autres choses? Mais absolument. Vous savez bien que depuis l'affaire Tegenturin, l'ensemble des sites sensibles de ce type, les sites gaziers, pétroliers, etc., sont ultra surveillés. Et qu'une attaque de ce type, y compris au mortier, ne peut pas se faire. Je pense que c'est une réponse en quelque sorte d'un clan du pouvoir qui frappe le domaine, permettez-moi l'expression, appartenant à Chakib Khalil, qui continue de lui appartenir en quelque sorte, parce que cet homme, dit-on, est devenu à lui tout seul un émirat. Parle de Chakib Khalil comme Premier ministre. Vous savez que moi, maintenant, Saadani, je le prends très au sérieux. Tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Il a parlé de démanteler le DRS a été démantelé. Il a parlé de chasser Tawfiq a été chassé. Il a parlé il y a quelques jours de la réhabilitation et du retour de Chakib Khalil. Les gens ne croyaient pas. Ils ont dit là, il a tout faux. Ça, ils n'oseront jamais. Ben, Chakib est revenu. Et maintenant, il nous dit, Chakib Khalil, il serait bien dans le poste de Premier ministre. Oui, mais c'est de cette façon que l'on provoque des révolutions. D'abord, le peuple algérien, je ne parle pas en son nom, mais faisant partie du peuple, nous pouvons penser comme lui, parce que nous sommes écœurés, comme il peut l'être et comme il l'est certainement. C'est un écœurement total. Cela veut dire que ceux qui sont au pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très justement, ont droit de vie et de mort sur les gens, et ont droit de vie et de mort réel sur les gens, et ont droit de vie ou de mort judiciaire sur les gens. Alors que cette justice qui punit, qui sanctionne sévèrement les sans-grades, voilà un homme qui pille l'État et qui vole 198 millions qu'il a distribués certainement avec ses protecteurs, avec les proches, il faut le dire,
parce que sans les proches du chef de l'État ou sans le chef de l'État, jamais il n'y aurait eu ce retour de Chakib Khalil en Algérie. Cette justice qui punit les ségrades. Un jeune qui se retrouve dans une cage d'immeuble avec un canif dans la poche, on le traduit devant la justice. Cela est criminel et insensé. Et cette jeunesse algérienne qui n'a plus rien à perdre se révoltera à un moment ou à un autre. Restez avec nous, Brahim Youssi. Restez avec nous. Nous revenons à Farhat Ali pour une dernière question avant d'ouvrir le standard pour nos téléspectateurs qui souhaitent s'exprimer ou poser des questions à nos deux invités. Farhat Ali, un commentaire sur ce que dit Brahim Youssi? Pour rebondir sur ce que dit M. Youssi, je vais revenir à la déclaration de Sidi Ahmed Ghazali, qui a dit que le général Medine n'était pas d'accord avec la cooptation de Chakib Khalil comme ministre de l'énergie. Ça, j'en doute fort. Parce qu'à l'époque, il devait y avoir pratiquement un consensus au niveau de tous les clans qui s'entendaient très bien d'ailleurs au début, pour que ce soit justement Chakib Khalil, le ministre de l'énergie, et pour les mêmes raisons invoquées par Sidi Ahmed Ghazali. Les fameuses raisons, c'est qu'il avait des accointances, des alliances très sûres dans l'establishment militaro-industriel américain à travers le milieu pétrolier, parce que c'est Ali Burton. Ali Burton, c'est Dick Cheney. Et à l'époque, nous n'étions pas vraiment dans la grâce des maîtres de la planète, donc tout le monde devait être d'accord pour que justement toute approche vis-à-vis des Américains à travers un intérêt quelconque, un intérêt pétrolier, serait le bienvenu. Et Chakib Khalil a dû être coopté dans cette optique-là au départ. D'ailleurs, au début, tout le monde était très content de son travail parce qu'il a réussi quand même plus ou moins à les mettre dans les bonnes grâces de ses amis américains et il a réussi quand même à doubler presque la production qui était agonisante au début à son arrivée, sans compter que dans l'affaire BRC, les militaires ont dénoncé plus tard comme étant une escroquerie américano-khalilienne, si on peut dire, sur les 3 milliards de dollars de contrats obtenus par BRC, 1,8 milliard était du fait du MDN et pas de la Sonatrach. C'était les militaires qui avaient confié le gros marché. Exactement. Je ne vois pas comment Lyon, pratiquement, nous avons l'oiseau qui doit prendre en charge pratiquement tous les errements du système depuis ses débuts. J'avais dit que la Sonatrach était la principale vache à traire pour toute la nation algérienne d'ailleurs, mais avec beaucoup plus de privilèges pour certains groupuscules à la tête du pouvoir en Algérie depuis le début. Donc je vois très très mal cette focalisation sur une personne dans une boîte si on devait soulever... Il y a même eu une affaire de base américaine secrète qui aurait été construite, j'ai oublié le nom exact, du côté de In Amenas, pas très loin, qui aurait été financée donc, dans ce cadre de BRC, Route and Condor, etc., et qui, après, quand le scandale a explosé, a été démolie. Mais des images satellites existent de cette base, je les ai moi-même. Je vous laisse poursuivre, Farhat Ali. Dans tous les cas, de toute façon, je ne connais pas l'exactitude pour les bases secrètes, mais pour les bases officielles, certaines qui sont vraiment officielles ont été construites sur un contrat en bonne et due forme par les Américains, de BRC eux-mêmes. Et BRC, c'est KBR. KBR, c'est Ali Burton. Et Ali Burton, c'est Dick Cheney. D'ailleurs, après le départ de Chakib Khalil, Ali Burton n'a jamais quitté nos parages. À un moment donné, il voulait nous convaincre de nous fourguer l'histoire du gaz de schiste, mais pas l'investissement américain, juste la vente de tubulures et de produits chimiques. C'est eux qui étaient derrière le forcing pour le gaz de schiste. Et le gaz de schiste, c'était Yousfi à l'époque. Donc je ne pense pas que le système se soit subitement déconnecté d'Ali Burton ou que quelques segments du système à l'époque étaient contre lui parce que justement il était avec Ali Burton. Comme tous les systèmes du tiers-monde, la survie du système, des fois même malheureusement la survie du pays que ce genre de système dirige, tient à de bonnes relations, même quand elles sont douteuses et avec un certain degré de corruption avec les Américains, enfin avec les puissances occidentales. On ne dirige pas un pays par le despotisme en s'aliénant les puissances extérieures. Absolument, c'est très vrai. Mais sinon, que pensez-vous de cette opération de réimportation de Chakib Khalil? Pourquoi a-t-il été réimporté? Est-ce parce que, comme disent certains, que lui-même tient tout le monde, qu'il a exigé d'être lavé, sinon
il déballe, ou alors est-ce qu'il y a une autre raison? Moi, je trouve que c'est maladroit de l'avoir quand même, je dirais pas réimporté, parce qu'il n'était pas effectivement recherché, du moins par la justice algérienne. Les mandats étaient caducs. Mais il aurait pu quand même à la limite rentrer en tant que simple citoyen, pas avec un cérémonial digne de quelqu'un, d'un héros national qui a été persécuté par je ne sais qui. D'ailleurs, il a été peut-être persécuté par le clan adverse, mais pas en tant que héros national. Donc, je crois que cette réintégration de Khalil, c'est dans le sens de préciser à la partie adverse que game over, comme diraient les Anglais, que la partie est finie et définitivement gagnée par une équipe, ce qui n'est pas tout à fait sûr. Restez avec nous, Farhat Aitali. Nous allons prendre quelques appels. Il y a beaucoup d'appels au standard. Hamid de Tizi Ouzou. Ahlan bik, si Hamid. Bonsoir. Bonsoir, Hamid. Ahlan bik. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Kamaldine. Mes salutations au personnel de Maghrébia, à vos invités et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Je vous en prie, si Hamid. Je vous en prie, exprimez-vous, posez des questions aux invités. Le terrorisme est une malédiction. Le terrorisme est une malédiction en Algérie. Elle a commencé du temps de l'OAS, durant la guerre de libération nationale. Ensuite, cette malédiction a été instrumentalisée par le pouvoir totalitaire depuis 1962 à nos jours. À Marchadani, on sort quelque chose. Cette malédiction à présent institutionnalisée continue de sévir au grand jour et en toute impunité, d'où le retour de M. Chekib Khalil, l'émir du terrorisme économique en Algérie. Cela explique l'émergence de cette caste mafieuse qui dilapide les ressources de notre pays, qui ouvre les portes grandes ouvertes aux puissances occidentales, notamment les États-Unis et la France. Et puis, ils sont prêts à nous interdire l'accès à la démocratie par crainte de concurrencer ses intérêts géostratégiques sur la rive sud de la Méditerranée. Merci Hamid. Merci Hamid. Je demanderai à nos invités d'intervenir de façon assez brève parce qu'il y a beaucoup d'appels. Mohamed de France. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد اهلا بك. En fait, حبيت نسقسيك انت ونسقسي لي زانفيتي تاعك. تفضل. Je sais pas, mais est-ce que Chekib Khalil, ça sera pas le futur président de la République après Bouteflika? Très bien. Nous poserons la question à nos invités. Merci beaucoup. Salam alaikum. Barakallahu fik, ala khair. Ensuite, Tahar, Alger. Salam alaikum, monsieur Jamal. اهلا بك سي طاهر. Merci d'être avec nous. تفضل. Je vous donne l'information que la base américaine existe toujours et M. Chekib Khalil, il est parti noirci, il est revenu blanchi par Dick Cheney, c'est son gendre. Dick Cheney, sa fille, elle est mariée au fils de Chekib Khalil. C'est ça, c'est en plus. Et Chekib Khalil, ils l'ont ramené pour devenir Premier ministre. À défaut, il va remplacer Bouteflika après sa mort. Merci. Salam alaikum. Merci, wa alaikum salam. Hussein de France. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, c'est Hussein. Tfadal, je peux m'exprimer? Oui, bien sûr, exprimez-vous. Pour le sujet de Chekib Khalil, là. Bien sûr. Écoute, on m'a dit qu'ils ont tué tout un peuple, comme ce n'est rien été. Pour Sedouba, l'affaire de Chekib Khalil, elle est banale. À leurs yeux, hein, on regarde le peuple brésilien qui ont un civisme. Ils manifestent, nous les Algériens, on attend. Comme le peuple sahraoui qui nous libère de ces gens qui ont avalé sans nous mâcher. Merci. Merci Hussein. Karim d'Allemagne. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا بك كريم تفضل. لاباس كيراك جمال؟ لاباس خويا عايش كي رحم والديك. بغيت ندخل جمال خويا هذا شكيب خليل هذا على كاع الناس تعرف باللي هذا بوش هو اللي يرسله البوتفليقه باش يديره مينيست، هذه باينه هذه. وكي يرسله بوش معناتها تما جاي يخدم صالح الامريكان. وحنايا حنا الجزائريين بروحنا دايرين باش ندخلوا للصحراء دايرين ندخلوا بلان لي سي باسي ولا لا؟ صح. لازم laisser passer pour certaines régions.
ultra داروا هذا sensible. الشيء داروه غير من داروا لي باز امريكان تما هذه نعرفوها. بارك الله فيك سي كريم. Ali de France. Oui, bonsoir, monsieur Jamaldine. Bonsoir, c'est Ali. Tfadal. Moi, personnellement, rien ne m'étonne maintenant venant de ce pays, dirigé par une pieuvre de gens malhonnêtes qui n'ont aucune éducation, aucune culture, qui sont là pour mettre le pays à genoux. Moi, je voudrais que vous commentez autre chose. Monsieur Metboul, le grand économiste algérien, avait dit qu'ils ont vidé les réserves d'or de l'Algérie. Je voudrais que vous nous donnez plus d'informations, s'il vous plaît. Voilà. D'accord, nous poserons la question à nos invités. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Abou Zakaria de France. الو السلام عليكم اخي جمال بشنوف. وعليكم السلام خويا تفضل. تحياتي ليك ولكل من يسمع فينا ainsi que tes invités. بارك الله فيك. La question qui se pose اخي بشنوف, si ce monsieur que je n'ose pas dire son nom pour ne pas salir ma salive, s'il n'a pas volé de l'argent, il n'a pas détourné de l'argent, pourquoi il a vendu tous ses biens au Oran et pourquoi il a pris l'avion d'une manière avec un grand point d'interrogation et pourquoi il a insulté les gens qui travaillent à l'aéroport d'Oran. Et je poserai la question aux deux avocats qui sont à l'écoute, est-ce que dans la possibilité de Chakib Khalid de porter plainte contre le peuple algérien? Voilà. Merci. Les deux invités ne sont pas avocats, mais ils vont vous répondre, j'espère. Amine de Paris. Nous allons prendre encore quelques appels avant de revenir à nos deux invités. Amine من باريس. السلام عليكم. وعليكم السلام سي أمين أهلا بك. Amine, تفضل, je vous en prie, exprimez-vous. Pardon? Oui, on vous écoute. Exprimez-vous. Pour le Shabab شكيب خليل ولا التيروريزم ولا اتكلم انا نسمعوا فيك. داكور. الشباب هذاك سمار. السلام عليكم. عليكم السلام, انا نسمعوا فيك, جو فوز اون بري. قلت لك كي رجع يعني حاجه نورمال ما عنده اكسبيريونس وعنده كل شيء. ما هو دوك ما هم الجماعه دوك هذو اللي راهم المهاجرين راهم توجور يعني يحبوا باغ اكزومبل يديروا دعايات على شاب لامبورت توجور اسمه مام السيد مام دوكا يهدر ما يعرفش مون با يهدر الروميه يعني وما يهدر بالقبيليه تاعك ولا يهدر بالعربيه. بارك الله فيك. علي de France. Oui, allô? Allô, oui, Ali, je vous en prie. Oui, bonsoir, c'est Janel. Bonsoir, c'est Ali, Alembek. Tous les confrères. Juste pour vous dire qu'il n'y avait pas de mots pour qualifier cette mascarade concernant le retour de Chakib Khalil en Algérie. Il est clair qu'il y a eu des négociations dans les coulisses en ce qui concerne son retour parce qu'apparemment, il est prédestiné à être Premier ministre, voire même président. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure sur le plateau, c'est du donnant-donnant. Merci beaucoup. Merci. Hussein Doran. Hussein Menouharan. Oui, allô, bonsoir, monsieur Jamaldine. Bonsoir, c'est Hussein. Alembek. Moi, je ne voudrais pas parler sur Chakib Khalil, je voudrais parler sur le général Abdelaziz Mjahad. Pardon, je vous ai mal entendu. Je vais parler sur le général Abdelaziz Mjahad qui est en retraite. Je vous en prie. Oui, hier il y avait un débat avec Salim Salhi. Alors pour moi, ces généraux ingrats qui ne disent pas la vérité, comme ce général Abdelaziz Mjahad. Il a eu un débat avec Salim Salhi. Pour moi, il n'a pas dit la vérité. C'est des généraux ingrats qui côtoient toujours l'État. Voilà. Merci. Houari Menouharan. Mais bien, les gens, quand ils interviennent, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, qu'on évite seulement d'insulter les gens. On n'insulte pas, on n'utilise pas de qualificatifs injurieux. Monsieur Jamal, bonsoir. Bonsoir. On doit respecter les gens, voilà. أنا dans le petit mot نقول باللي هذاك السيد يعني راجل باسكو ما جبرش الرجال. ايوا رفا مسيو. Voilà, barakallahu fik. Alors, on va prendre un ou deux appels.
Alors, Roselane d'Alger. مساء الخير. مساء الخير. Je suis content de vous avoir, madame. انا حبيت نشترك برك معكم في الحصه على شكيب خليل. مرحبا بك اختي. مرحبا بك. جيت ولا حاجه المواطنين الجزائريين وين تروح عند ربي. انا قولوا وين تروح عند ربي. انا ما تحاسبكش الدوله عند ربي وين تروح. صح صح. صح ونشكر انا الشبيبه تاع الجزائر باغي يديروا لافونير للشبيبه الجزائر. بارك الله فيكم غزلان، بارك الله فيك. Maintenant, طارق, il me semble. عمر de Paris. عمر de Paris. C'est عمر تفضل. عمر de Paris. الو بونسوار. بونسوار سي عمر. واش راكم لاباس؟ لاباس خويا يبارك فيك تفضل. ربي يحفظكم. يرحم والديك بارك الله فيك. De Paris, je vais vous appeler une autre fois. Non, non, je vous en prie, exprimez-vous, exprimez-vous. Je suis exilé. Oui. Un jour, je vous dirai, j'ai connu Ammar Saadani, j'ai connu Farhat Abbas, Ben Khadda, ou Amran, Allah yarhamou. J'ai connu pas mal de personnalités. J'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est pas pour ce soir. Je vais vous rappeler notre fois, Inch'Allah. On colle comme bzaf, 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 oui. Omar de Paris, l'équipe technique va prendre votre téléphone, donnez-leur votre numéro de téléphone, nous allons vous appeler nous-mêmes. Nous allons prendre un dernier appel, puis nous revenons à nos invités pour leur donner le mot de la fin. Salim de Mostranem. D'accord, nous l'avons perdu. Ok. Alors, nous revenons à nos invités. D'abord, Ali, Farhat Ali. Alors, Ali de France pose une question sur les réserves or d'Algérie. Il dit qu'elles auraient été bradées. J'aimerais que vous lui répondiez. Ont été bradées, si elles sont toujours là. Ce que je sais, c'est que j'ai posé la question sur le journal de matin en 2011, une question toute simple. Dans les situations de la Banque d'Algérie, les réserves en or, qu'elles sont notées, elles représentent à peu près 1,1 milliard de dinars, soit 12 millions de dollars au cours de l'époque. Donc, dans les 9 millions de dinars, ce qui est encore très loin des 173,6 tonnes que nous sommes censés détenir. Il y a une chose, c'est qu'elles ne sont pas inscrites en or à l'actif de la Banque d'Algérie. Elles sont inscrites à quel actif? Elles sont déposées où? Ça, je ne le sais pas. Personne ne peut spéculer maintenant si elles ont été bradées ou vendues ou même jusqu'à présent détenues par l'État algérien. Toujours est-il que le FMI ou la Banque mondiale, sur les propres déclarations de l'État algérien, nous accordent toujours le fait que nous détenions toujours jusqu'à la semaine dernière pour les organisations internationales. On était censé détenir 173,6 tonnes d'or. Pour le reste, je ne sais pas. Au plan comptable, ne figure pas dans les situations de la Banque d'Algérie. Au plan physique, il faut savoir maintenant qui est chargé de les garder. Merci, merci. Avant de passer à Brahimi aussi pour lui donner le mot de la fin, je demande à nos téléspectateurs de ne plus appeler. Nous avons arrêté de recevoir des appels. Le standard est en train d'exploser, littéralement. Je vous remercie pour la confiance que vous nous faites en nous appelant. Mais n'appelez plus parce que le temps de l'émission est bientôt arrivé à son terme. Brahim Younsi, Mohamed de France nous dit, est-ce que Chekib Khalil va être chef du gouvernement et peut-être même est-ce qu'il va être le futur président algérien? Tout est possible chez nous. Tout est possible. Tout est possible parce que Abdelaziz Bouteflika lui-même, qui a été condamné par la Cour des comptes pour des malversations avérées, Chadli Benjedid en parle. Quelqu'un de proche m'en avait parlé, le fondateur de la Cour des comptes. Un deal avait été fait, et Chadli Benjedid en parle, que l'actuel chef de l'État restitue l'argent qu'il avait détourné. L'argent n'a pas été restitué.
D'ailleurs, Chadi Mejdid dit, je l'ai sauvé de la prison. Et il a mal fait. Donc, Chakib Khalil peut devenir président de la République. Abou Zakaria de France dit pourquoi, s'il était innocent, a-t-il vendu tous ses biens? Pourquoi s'est-il sauvé littéralement en passant par l'aéroport d'Oran en disant de complicité pour partir? Et pourquoi a-t-il insulté les gens une fois dehors? Pourquoi ne s'est-il pas défendu de façon directe en usant de moyens légaux? La réponse est dans la question. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il a l'opportunité, puisqu'un procès s'ouvre, si je me souviens bien, le 24 mai prochain, en tout cas en mai prochain, que M. Khalil prenne un avion et se rende à Milan pour se disculper, pour dire sa vérité. Son retour semble énigmatique. A-t-il été préparé ou a-t-il été fait dans l'urgence? Est-ce que la justice italienne, M. Farhat Al-Itali disait tout à l'heure qu'il n'y avait aucun mandat contre Chakib Khalil. Est-ce que la justice italienne, je n'en sais strictement rien, officiellement rien, effectivement, n'est annoncé. Est-ce que Chakib Khalil n'est pas frappé d'une demande d'extradition par les États-Unis? La seule façon pour que Chakib Khalil ne se retrouve pas devant les juges en Italie, à Milan, l'Algérie l'a récupéré parce qu'il a certainement beaucoup de choses à dire et beaucoup de gens au placé dans l'entourage du chef de l'État, parmi les proches et les plus proches, même familièrement, du chef de l'État. C'est cela, je pense, qui a été négociation, je ne crois pas, mais c'est cela qui a fait que... Merci, merci Brahim Younsi, merci Farhat Al-Itali, merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir appelés. Je voulais dire, pour reprendre un peu ce que disait Brahim Younsi, que nous aussi nous lançons une invitation publique, ouverte, à M. Chakib Khalil à venir dans un débat franc et loyal où il aura toute l'attitude pour s'exprimer. Nous l'invitons dans cette émission. S'il veut venir, nous mettrons en face de lui d'autres Algériens qui pourraient lui poser des questions. Il n'aurait qu'à y répondre, à se défendre, à laver son honneur. Marhaba bih, s'il veut venir, il sera le bienvenu. Pour ma part, je vais vous demander de m'excuser. Je vais être absent pendant quelques jours pour des affaires personnelles, malheureusement. Il me tarde de vous retrouver bientôt. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Khawala khair b'salama. Thank you.